Parfois, certains événements vous obligent à regarder le monde autrement, une fois qu'ils se sont produits. La publication des Epstein Files est exactement de cet ordre. Pendant des années, beaucoup savaient déjà que Jeffrey Epstein faisait des choses profondément troublantes. On savait qu'il emmenait des mineurs sur son île et qu'il avait construit un vaste réseau de célébrités et même de responsables politiques. Mais ce que personne n'aurait pu imaginer, c'est jusqu'où ce réseau allait réellement et à quel point le système mis en place par Epstein était cruel, dérangeant et méthodique. Ce qui vient d'être révélé grâce à l'Epstein File Transparency Act dépasse l'entendement. Le ministère de la Justice américain a publié plus de 3 millions de nouvelles pages de documents, plus de 186 000 photos et plus de 2000 vidéos liées à l'affaire. Des experts estiment qu'à peu près le même nombre de pages restent encore sous scellé. Et même parmi celles qui ont été rendues publiques, d'innombrables passages ont été noircis et censurés. À cause de l'énorme volume de données, beaucoup des révélations les plus importantes continuent d'émerger. Mais ce qui a déjà été mis au jour suffit à montrer à quel point Epstein était imbriqué dans le monde des personnes les plus puissantes de la planète. Pour rendre les choses plus claires, nous avons divisé, dans cette vidéo, les pires actions d'Epstein en 4 grandes catégories que nous allons parcourir ensemble. On commencera par ses amitiés les plus dérangeantes, puis son influence inquiétante, avant d'arriver dans la dernière partie aux actes absolument diaboliques et ignobles révélés par les dossiers. Dans cette première partie, on s'intéresse à l'immense réseau de célébrités d'Epstein, dont l'ampleur réelle n'apparaît pleinement qu'aujourd'hui, grâce aux dernières publications. Depuis un certain temps, par exemple, on sait que le prince Andrew de la famille royale britannique participait aux soirées notoires sur l'île et qu'il y avait eu des relations avec des adolescentes. Mais ce n'était que la partie émergée de l'iceberg, car l'île elle-même était un lieu véritablement sinistre. Un ancien employé de maison de Jeffrey Epstein raconte dans les dossiers que dans les chambres de son île, Little St. James, des liasses de billets de $100 étaient souvent posées bien en évidence sur les tables de nuit. Et juste à côté, à moitié dissimulée entre les matelas, se trouvait une arme à feu chargée. Presque toutes les jeunes filles mineures présentes sur place avec les invités d'Epstein avaient été amenées contre leur gré. On apprend qu'Epstein avait chargé 2 hommes, Daniel Sitt et Jean-Luc Brunel, de rechercher délibérément des jeunes femmes dans des pays plus pauvres afin de les emmener sur son île. Ces 2 hommes se faisaient passer pour des recruteurs de mannequins. Ils voyageaient, par exemple, au Nigeria, en Roumanie ou dans les Caraïbes et approchaient de jeunes femmes en leur promettant une carrière de mannequin. Dans certains cas, ils demandaient même l'autorisation des parents, car certaines n'avaient même pas 18 ans. À partir de là, ces filles se retrouvaient, de fait, retenues prisonnières sur l'île de Jeffrey Epstein. Et tragiquement, ce n'était que le début, car ces filles n'étaient pas là uniquement pour Epstein lui-même, mais surtout pour ses invités célèbres. Et l'étendue de cette liste d'invités est tout simplement sidérante. On y trouve par exemple Bill Gates, le fondateur de Microsoft. Pendant des années, on a raconté qu'il n'aurait rencontré Epstein que pour lever des fonds pour des causes caritatives, sans avoir la moindre idée de la nature du personnage. Les nouveaux emails publiés pulvérisent complètement ce récit. Les dossiers montrent des entrées d'agenda bien après la première condamnation d'Epstein pour des infractions sexuelles. Gates savait donc parfaitement à qui il avait affaire. Et ce n'est pas tout. Dans un email, Epstein s'écrit à lui-même que Bill Gates aurait contracté une maladie sexuellement transmissible auprès d'une jeune femme russe et qu'il lui aurait procuré des médicaments. Il est également rapporté que Gates aurait demandé à Epstein un traitement afin de l'administrer discrètement à sa femme, Melinda, pour la protéger de l'infection. Melinda Gates, qui s'est séparée de lui il y a 4 ans, a déclaré dans une interview qu'elle était très soulagée d'être loin de toute cette saleté. Les révélations liées à la famille royale norvégienne sont tout aussi choquantes, et plus précisément à propos de la princesse héritière Mette-Marit. Pendant longtemps, on a affirmé qu'elle n'avait rencontré Epstein que de façon superficielle. Les nouveaux dossiers réduisent cette version en miettes. Des carnets de vol et des agendas montrent qu'elle a rencontré Epstein à plusieurs reprises alors qu'il avait déjà été condamné comme délinquant sexuel. Et ce n'était pas une simple apparition au détour d'un gala. Jeffrey Epstein a même été reçu dans ses appartements privés à Oslo, et en échange, il l'a invitée dans son luxueux appartement de Manhattan. Elle aurait également accepté de sa part des sommes importantes, sous forme de dons pour ses projets caritatifs. Dans un email, Epstein se vante même de la facilité avec laquelle on peut acheter un accès aux royautés européennes via la princesse. Epstein entretenait aussi d'autres liens avec l'élite politique norvégienne. Il connaissait personnellement l'ancien Premier ministre Jagland et le ministre des Affaires étrangères Brende. Les enfants d'un ambassadeur norvégien apparaissent même comme héritiers d'Epstein, vraisemblablement en échange d'un service rendu par les cercles influents du pays.
Et puis, il y a l'élite technologique de la Silicon Valley. Une photo issue des Epstein Files, datant de 2015, montre un dîner privé. À table, on voit notamment Mark Zuckerberg et Elon Musk. Les dossiers suggèrent que cette rencontre aurait été très agitée. Et le contexte est d'autant plus étrange qu'elle aurait eu lieu peu après la première élection de Donald Trump. Pendant longtemps, Elon Musk a affirmé sur Twitter qu'il considérait Epstein comme un idiot et qu'il l'avait à peine rencontré. Les nouvelles publications racontent autre chose. En réalité, les deux hommes semblent avoir entretenu une relation presque fraternelle. Dans un email, Musk demande explicitement à Epstein « Quel jour et à quelle heure a lieu la fête la plus déjantée sur ton île ?» Ce qui rend cela glaçant, c'est qu'au moment où cet email est envoyé, Elon Musk sait déjà qu'Epstein a passé près de 2 ans en prison pour ses crimes. Et pourtant, il demande précisément à propos de la fête la plus folle sur Little St. James, l'endroit que l'on sait aujourd'hui être le théâtre d'abus systématiques sur des mineurs. Cet email laisse entendre que Musk n'était pas seulement au courant des excès, mais qu'il voulait y participer. Et il semble que le frère d'Elon, Kimball Musk, soit encore plus impliqué. Son nom apparaît plus de 50 fois dans les documents, et le contenu de certains échanges est stupéfiant. Dans une correspondance, par exemple, Kimball remercie Epstein avec effusion pour une femme qu'il lui aurait présentée, écrivant en substance « Merci, elle était fantastique ». Plus alarmant encore, le réseau de célébrités autour d'Epstein semble presque sans fin. Epstein connaissait également de grands scientifiques, comme Stephen Hawking ou le pionnier allemand de l'IA, Jürgen Schmidhuber, et il les a même invités sur son île. Il fréquentait des professeurs de Harvard, du MIT, ainsi que des physiciens théoriciens comme Lawrence Krauss. Beaucoup de ces relations n'étaient ni brèves ni superficielles. Les dossiers indiquent que des scientifiques comme Stephen Hawking et Marvin Minsky ont eu des rapports intimes avec des femmes sur l'île. Et avec Jürgen Schmidhuber, Epstein aurait discuté de l'idée de sélectionner différentes races humaines pour les rendre plus intelligentes. Au-delà des scientifiques et des entrepreneurs, Epstein était même en contact avec des présidents, comme Bill Clinton. D'après les carnets de vol, Clinton utilisait l'avion d'Epstein, surnommé le Lolita Express, presque comme un taxi privé. Dans des témoignages désormais publiés sans caviardage, on décrit Clinton assis sur l'île privée d'Epstein en compagnie de 2 jeunes filles. Un passage est particulièrement accablant, car il cite Epstein lui-même. Dans un email envoyé à des proches, il aurait fanfaronné en disant que Clinton les aimait jeunes. Un homme politique, toutefois, semble si profondément lié à toute l'affaire Epstein que nous voulons nous y arrêter plus longuement. Donald Trump. Lui aussi a longtemps tenté de minimiser publiquement sa relation avec Epstein. About Jeffrey Epstein, this guy's been talked about for years. You're asking, we have Texas, we have this, we have all of the things. And are people still talking about this guy, this creep? Mais même si Trump préférerait parler d'autre chose, les dossiers et les témoignages disponibles dessinent désormais l'image d'une relation intense, sur plusieurs années, bien plus sombre qu'on ne l'imaginait. Pour mesurer l'ampleur de cette proximité, il faut remonter à 2002. Cette année-là, Trump prononce, dans une interview, une phrase qui sonne aujourd'hui comme un aveu. « Je connais Jeff depuis 15 ans. C'est un type formidable. C'est très amusant d'être avec lui. On dit même qu'il aime les belles femmes autant que moi et beaucoup d'entre elles sont très jeunes. » Trump savait donc exactement quelles étaient les préférences d'Epstein. Et ce n'est pas tout. Les dossiers montrent que le club privé de Trump, Mar-a-Lago, était comme une seconde maison pour Epstein et sa complice, Ghislaine Maxwell. Plus encore, c'était pour eux une sorte de terrain de chasse. La victime la plus connue d'Epstein, Virginia Giuffre, travaillait comme employée de spa à Mar-a-Lago alors qu'elle n'avait que 16 ans. C'est là, sous le toit de Trump, que Ghislaine Maxwell l'a approchée et recrutée. Mais la révélation la plus choquante des dossiers concerne une déclaration sous serment d'une femme nommée Katie Johnson. Elle affirme qu'en 1994, alors qu'elle n'avait que 13 ans, Epstein l'aurait emmenée à une soirée dans l'appartement de Trump à New York. Là, Trump l'aurait conduite dans une pièce. Son témoignage est précis et profondément dérangeant. Elle décrit comment Trump l'aurait touchée et agressée pendant qu'Epstein regardait, en souriant. Puis Trump l'aurait menacée de s'en prendre à sa famille si elle parlait un jour. Une phrase attribuée à Trump glace le sang. Il aurait dit qu'elle finirait comme appât pour alligator. Même si sa plainte contre Trump a ensuite été retirée dans des circonstances mystérieuses, certains éléments de ces accusations réapparaissent et sont étayés par des données de vol, indiquant que Trump et Epstein se trouvaient au même endroit au moment des faits allégués.
Un autre document, particulièrement étrange, est une lettre manuscrite de Trump dans le livre d'anniversaire d'Epstein. Elle contient un dessin du corps d'une femme, et la signature de Trump n'est pas simplement placée sous le texte. Elle est positionnée de façon à représenter visuellement la zone intime de la femme. Le texte qui accompagne le dessin est encore plus bizarre. Les énigmes ne vieillissent jamais. Des enquêteurs soupçonnent que le mot « énigme », comme message codé, pourrait désigner les jeunes filles qui ne vieillissent jamais parce qu'elles sont constamment remplacées par de nouvelles, plus jeunes. Les dossiers contiennent aussi de nombreuses indications qu'Epstein aurait joué le rôle de recruteur pour Trump, et certaines photos suggèrent quelque chose d'exceptionnel. L'épouse de Donald Trump, Melania, aurait elle-même été présentée à Trump via Epstein. On trouve des photos d'Epstein, de Ghislaine Maxwell et de Melania, prises à une période où Melania n'était pas encore avec Trump. Et il existe également un message dans lequel Trump décrit Melania avec enthousiasme, laissant entendre qu'Epstein les aurait mis en relation. Après cet aperçu des personnes qu'Epstein fréquentait, on doit maintenant se poser une question. Pourquoi Jeffrey Epstein faisait-il tout cela? Pourquoi écrire des centaines de milliers d'emails, réaliser d'innombrables enregistrements et chercher à entrer en contact avec pratiquement toutes les célébrités du monde? Ce criminel très cultivé ne voulait pas simplement organiser des orgies malsaines pour divertir des célébrités. Il construisait un réseau pour influencer la politique mondiale. Il collectait des preuves, enregistrait ses invités en secret dans des situations compromettantes, afin de pouvoir ensuite exercer une pression sur eux. Epstein a utilisé ses connexions pour tenter, ni plus ni moins, que de remodeler la politique mondiale à son avantage. Par exemple, il s'est servi de ses contacts pour pousser le basculement politique vers la droite dans le monde occidental. Des emails contenus dans les dossiers montrent qu'Epstein était en contact très étroit avec Steve Bannon, le stratège du mouvement alt-right. Les dossiers suggèrent qu'Epstein agissait comme un financeur invisible et un connecteur, avec pour objectif de déstabiliser les démocraties établies. Il parlait aussi ouvertement avec Peter Thiel de la manière dont la démocratie pourrait être remplacée. Le milliardaire Peter Thiel aurait dit à Epstein « La démocratie est une expérience ratée, et les femmes et les pauvres n'auraient jamais dû obtenir le droit de vote. » Les deux hommes auraient même planifié comment Epstein pourrait utiliser ses contacts politiques pour transformer ses idées en réalité. Mais la vision d'Epstein allait plus loin encore. Il ne voulait pas seulement contrôler la politique, il voulait remodeler la société elle-même. Dans une série d'emails, il discute avec Jess Staley, alors à la tête du géant financier Barclays et ancien haut dirigeant de JP Morgan, d'une philosophie cynique que l'on pourrait résumer par une théorie de la consommation. Epstein voyait les humains comme une fourmilière. Tant que les fourmis sont occupées par les réseaux sociaux, le streaming et le shopping, les rois règnent sans être inquiétés. Son objectif était donc d'endormir les masses par la consommation. Cette idée lui tenait tellement à cœur qu'il affirmait même que ses dons à l'université Harvard avaient pour but de financer des recherches précisément sur cette théorie. Et si cela vous paraît déjà mégalomane, accrochez-vous, car Epstein avait un autre projet qui ressemble à un film d'horreur de science-fiction. Les dossiers confirment qu'il envisageait de transformer son ranch du Nouveau-Mexique en une sorte d'usine à bébés. Il voulait mettre enceinte 20 femmes en même temps pour répandre son propre ADN le plus largement possible. Il se considérait comme génétiquement supérieur et voulait créer une nouvelle super race à partir de son matériel génétique. Pour y parvenir, il s'entourait de scientifiques de premier plan, donnait des millions à des laboratoires et invitait des prix Nobel sur son île. Et comme si tout cela ne suffisait pas, on arrive maintenant à la partie la plus terrifiante de cette vidéo. L'abîme humain révélé par les dossiers. Do you think you're the devil himself? No, but I do have a good mirror. It's a serious question. Sorry. Do you think you're the devil himself? I don't know. Why would you say that? Parmi les nouveaux documents, l'un des plus glaçants est un email anodin en apparence. Il est court, mais ne laisse aucune place au doute. Il dit « Ça va ? J'ai adoré la vidéo de torture. » Depuis longtemps, certains se demandaient si des vidéos dites « snuff », des enregistrements de violences physiques réelles et extrêmes, avaient été produites sur l'île d'Epstein. Cet email constitue la première preuve écrite que de tels enregistrements existaient et circulaient dans le cercle intérieur. Et cela correspond à ce que les enquêteurs ont découvert. Des câblages pour des caméras dissimulées dans les murs des propriétés d'Epstein, y compris dans des salles de bain et des salles de massage. Epstein documentait la souffrance de ses victimes, soit pour s'en servir plus tard comme levier, soit pour une forme de divertissement pervers. Les dossiers contiennent aussi des références chiffrées à des assassinats commandités. On trouve des échanges dans lesquels Epstein et ses contacts parlent de personnes devenues problématiques. On y lit des phrases comme « Le problème a été réglé, elle a glissé pendant une randonnée » ou encore
un regrettable accident dans la piscine. De fait, un nombre étonnamment élevé de personnes liées à Epstein sont mortes dans des accidents, ou dans ce qui a été présenté comme des suicides. Et il existe des théories encore plus délirantes. Des experts en criminalistique, en analysant les métadonnées de nombreux documents et vidéos, auraient trouvé des signatures numériques menant directement à des serveurs liés au service de renseignement israélien, le Mossad. À partir de là, une théorie a émergé. Jeffrey Epstein aurait pu être un agent du Mossad. Selon cette hypothèse, il aurait filmé les hommes les plus puissants du monde dans leurs moments les plus sombres pour le compte d'un service de renseignement, afin de les rendre vulnérables au chantage de manière permanente. Mais cette théorie reste de l'ordre de la spéculation, car le FBI a déclaré ne voir aucun élément, dans l'affaire Epstein, indiquant une implication d'une agence de renseignement. En revanche, il existe une autre théorie tout aussi troublante, qui semble reposer sur davantage d'indices, celle qui concerne la mort d'Epstein. So you think that was... Of course not. Why would he? You know, on all charges, I'm sure. So you think that he was probably confident that I know enough, I can... Of course, that's why he did everything that he did. Yeah, I don't think for a second that he committed suicide. Officiellement, Jeffrey Epstein est mort dans sa cellule le 10 août 2019, par suicide, à un moment où les caméras de surveillance ont, comme par hasard, cessé de fonctionner, et où 2 gardiens chargés de le surveiller se seraient, eux aussi, endormis en même temps à leur poste. Or, dans les nouveaux dossiers, un document officiel est apparu, daté du 9 août, soit la veille, affirmant qu'il s'était suicidé. Alors qu'il était encore vivant, quelqu'un semblait déjà savoir ce qui allait se passer le lendemain. Il se peut que ce ne soit qu'une erreur administrative. Il se peut aussi que le réseau d'Epstein ait fini par atteindre ses limites et que l'État américain ait réellement cherché à enquêter. Mais avec 3 millions de pages supplémentaires encore sous scellés et une grande partie des documents publiés lourdement caviardés, on a l'impression que le ministère de la Justice sous Trump n'a pas un intérêt total à révéler toute la vérité. Et vous, qu'en pensez-vous? Quelle est votre opinion sur les Epstein Files, sur Trump et sur tout ce que ces documents contiennent? Dites-nous franchement ce que vous en pensez dans les commentaires.